Voilà, bonjour. Désolé pour ce léger petit retard. Et donc bienvenue à la dernière leçon du cours. Alors ce que je voudrais faire dans cette dernière leçon, c'est d'abord rattraper un peu le retard des leçons que j'ai accumulé au cours des leçons précédentes. Donc c'est vous donner les cohomologies relevantes pour la renormalisation et les anomalies pour les théories de Yang-Mills, c'est vous montrer comment c'est relevant. Et ensuite, je vous parlerai de l'approche géométrique au formalisme des antichamps, donc en termes de géométrie symplectique impaire, ce qui me permettra d'évoquer des développements plus récents du point de vue physique-mathématique dans ce domaine. Bon. Et donc c'est beaucoup de choses en une heure, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je ne vais pas donner tous les détails, n'hésitez pas à m'interrompre quand c'est nécessaire. Et comme d'habitude, je vais commencer par quelques rappels. Bon, alors je vous ai montré comment, pour toute théorie de jauge, donc qui est caractérisée par une certaine action classique et certaines invariances de jauge, on peut construire, donc ça c'est l'action classique, on peut construire ce qu'on a appelé la solution de l'équation maîtresse classique, qui prend la forme anti-crochet de S avec elle-même égale à 0, où les champs phi-A, c'est les champs de départ, mais aussi des fantômes, mais si c'est nécessaire, des fantômes de fantômes, et ces variables star, ce sont les antichamps correspondants. Donc il y a une structure canonique qui dit que les antichamps sont conjugués aux champs, et non seulement on impose l'équation maîtresse, mais on impose également que dans un développement en nombre d'antichamps, S commence à l'ordre 0 par l'action classique, et puis dans ces notations condensées de 8, le deuxième terme qui apparaît dans le développement, donc en antichamp 1, soit contiennent l'information sur les transformations de jauge, c'est-à-dire que j'avais appelé RI alpha, c'est-à-dire soit les transformations de jauge où on remplace le paramètre de jauge par les fantômes de nombre de fantômes 1 et on contracte par les antichamps conjugués aux champs. Et donc, quand on calcule SS, on obtient à l'ordre le plus bas 0 grâce aux identités de Noether satisfaites par S0. Et on avait vu, donc après il y a d'autres termes qui sont d'ordre plus élevé en les antichamps, et on a vu que tout d'abord, si on se donne une théorie de jauge, on peut toujours construire la solution de l'équation de maîtresse classique, il n'y a pas d'obstruction, et les ambiguïtés peuvent être complètement décrites par les transformations canoniques dans l'anticrochet. Donc on a cette structure d'anticrochet, et on peut démontrer que deux solutions de l'équation maîtresse classique obéissant aux mêmes conditions initiales vont différer l'une de l'autre par une transformation canonique dans l'anticrochet, et même on peut dire plus, les redéfinitions, comme on a vu que c'était possible de faire des redéfinitions des transformations de jauge, de passer d'une description complète à une autre, je vous ai dit comment ça se faisait, ces redéfinitions, on peut également en rendre compte par les transformations canoniques dans l'anticrochet. Alors ça c'est la partie classique, mais quand on se tourne ensuite vers l'intégrale fonctionnelle, vers la théorie quantique, et donc que j'ai abordée par le biais de l'intégrale fonctionnelle, il faut améliorer, si je puis dire, S, et passer à ce qu'on appelle la solution de l'équation maîtresse quantique, que j'ai notée W, qui est une fonction des mêmes variables, et qui classiquement coïncide avec S, mais diffère de S, et c'était lié au problème de non-invariance de la mesure, comme je vous l'ai expliqué, par des termes que j'ai appelés M1, M2, etc. Donc c'est un développement formel en puissance de h bar, et on demande que W obéisse à l'équation maîtresse quantique qui contient des termes proportionnels à h bar en plus de la partie, disons, de l'équation maîtresse classique. Donc pour être tout à fait explicite, c'était moins 2i h bar
delta W est égal à 0, où l'opérateur delta, un opérateur fermionique, était défini comme par l'expression suivante. Donc c'est un opérateur différentiel du second ordre. On dérive une fois par rapport au champ et une fois par rapport aux antichamps, et ce sont des dérivées gauches. Donc les propriétés de delta, c'est un opérateur fermionique puisque c'est des variables dont la parité est opposée par rapport auxquelles on dérive. C'est le nombre de fantômes 1, car on enlève plus de nombre de fantômes ici qu'on en enlève là, ça diffère par une unité, donc voilà. Et delta carré, c'est un opérateur nilpotent, mais ça n'est pas une dérivation. En fait, on peut voir l'anticrochet comme la mesure du fait que delta n'est pas une dérivation. Donc on obtient cette relation-ci, moins 1 epsilon alpha, où ça c'est la parité de alpha, alpha delta B. Mais alors il y a un terme en plus, et ce terme en plus, c'est précisément l'anticrochet de alpha avec bêta. Donc on peut voir l'anticrochet comme une mesure du fait que delta n'est pas une dérivation, puisque si delta était une dérivation, il n'y aurait pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a oui, on a vu aussi, c'est une propriété dont j'aurais... Bon, en fait, c'est une conséquence de celle-là, on peut assez facilement y arriver. C'est que delta de l'anticrochet de alpha avec bêta, c'est delta alpha bêta moins alpha delta bêta. Alors, oui, parfois on appelle delta le Laplacien de Batalin et Vilkovisky, parce que c'est Batalin et Vilkovisky qui l'ont introduit. Donc, dans la littérature, vous trouverez parfois cet opérateur-ci appelé le Laplacien de Batalin et Vilkovisky. Alors, on a vu que, contrairement à l'équation maîtresse classique qui possédait toujours une solution, l'équation maîtresse quantique ne possède pas toujours une solution, il peut y avoir des obstructions. Et l'obstruction, on la rencontre, potentielle, on la rencontre déjà pour M1. C'est-à-dire que si on développe cette équation-ci en puissance de h bar et qu'on regarde l'équation qui détermine M1, on voit que cette équation ne possède pas toujours de solution, il peut y avoir une obstruction, et les obstructions sont mesurées par les groupes de cohomologie de S. Donc S, c'est donc la différentielle BRST classique, obtenue donc en prenant l'anticrochet avec la solution S de l'équation maîtresse. Donc on a vu que les groupes de cohomologie, l'obstruction est mesurée est dans H1 de S. Bon, et comme il y a la localité, parce que je travaillerai avec des théories locales, c'est ce que j'avais déjà noté, H1 de S modulo D la semaine passée. Et non seulement il y a des obstructions potentielles, si ces obstructions sont absentes parce que les choses se combinent bien et que donc on peut trouver une solution de l'équation maîtresse quantique, cette solution n'est pas unique. Bon, elle n'était déjà pas unique là, donc ça, a priori, ce n'est pas nécessairement grave, mais là, on peut montrer que c'est plus sérieux. À chaque ordre en h bar, l'ambiguïté, c'est un élément de H0 de S, c'est-à-dire c'est une observable. Si on impose la localité, et la localité, on considérera des théories locales, c'est un élément de H0 de S modulo D. Donc je vous rappelle que c'était défini comment ces cohomologies-là. Donc la condition de donc, par exemple, H de S modulo D. Donc ça vient lorsqu'on considère des formes locales, c'est-à-dire des formes qui sont, dont les coefficients sont des fonctions des champs et de leurs dérivées jusqu'à un ordre fini. Et le modulo D apparaît quand on enlève l'intégrale. Donc les fonctionnelles locales sont données par des intégrales comme l'action d'un objet local. Mais si on veut regarder les conditions sur l'intégrande qui viennent des conditions de fermeture et d'exactitude de l'intégrale,
Donc si on veut réexprimer les conditions d'invariance BRST, etc. sur l'intégrande, on est amené à considérer des conditions suivantes pour l'intégrale de A. Donc j'utilise ici la notation de forme, et A est équivalent, disons, à A plus S de quelque chose, plus D de quelque chose. Donc ça, c'est la condition de fermeture, et ça, c'est un terme exact. D'accord ? Donc, quand on travaille avec des fonctionnels locales, c'est la cohomologie H0 de S pour les fonctionnels locales, en termes de l'intégrande, des intégrandes, c'est H0 de S modulo D. Bien, donc ça, c'est ce que j'avais expliqué les semaines précédentes. Et d'où ça vient, cette équation de maîtresse quantique? Mais en fait, si je regarde l'amplitude vide-vide, qui est donnée par une intégrale de chemin sur les champs, donc champ, ça veut dire champ et fantôme, mais pas les antichamps, donc elle est obtenue comme l'exponentielle de W dans laquelle on s'est débarrassé des antichamps par la recette. Je vous ai d'abord écrit ça comme une recette. Hein. On intègre sur les champs, et les antichamps, on les élimine en faisant le choix de ce qu'on appelle un fermion de jauge. Donc psi est une fonction des champs de degré de fantôme moins 1, ça anticommute. Je vous expliquerai géométriquement à quoi ça correspond tout à l'heure. On se débarrasse des antichamps par cette relation. On appelle ceci le fermion de jauge parce qu'en fait, il faut bien choisir psi, il ne faut pas prendre n'importe quel psi, il faut prendre un psi tel que W, lorsqu'on s'est débarrassé des phi stars, n'ait plus de symétrie de jauge, ne soit pas dégénéré. Donc, on dit que ça peut reproduire des fixations de jauge strictes, mais c'est beaucoup plus général en fait. On peut avoir des moyennes sur des jauges différentes, on peut même avoir des expressions beaucoup plus compliquées, mais l'intérêt de cette construction, c'est que, et ça on l'avait démontré, on peut démontrer que l'intégrale fonctionnelle ne dépend pas de psi. Donc pour autant que W n'ait pas d'invariance de jauge de manière à ce que cette intégrale fonctionnelle soit aussi bien définie que les intégrales fonctionnelles standards, disons, on peut démontrer que c'est indépendant du choix de psi, et ça permet de relier cette intégrale fonctionnelle à des expressions où on a manifestement unitarité dans l'espace des degrés de liberté physique. Mais on a d'autres choix possibles de psi où les calculs sont plus commodes, on a la localité, on peut appliquer les règles de Feynman. Donc ça, c'était l'idée, mais il était important pour avoir une indépendance en le choix de psi, et donc l'équivalence entre la jauge unitaire et des jauges peut-être plus commodes, il fallait que cette équation-ci soit satisfaite. Donc cette équation-ci garantit le théorème fondamental que z psi ne dépend pas de psi. Et si cette équation n'est pas satisfaite, alors z psi va dépendre de psi, ce qui est problématique, parce que ça va dépendre de la... si vous prenez des psi qui correspondent à des choix de jauge stricts, ça va dépendre de la jauge. Donc on n'aura pas nécessairement une unitarité dans l'espace des degrés de liberté physique et ce genre de problème. Bien, alors, j'avais aussi parlé de la manière de calculer des valeurs moyennes d'observables. Donc si A0 est une observable de la théorie, je vous avais dit, ce qu'il faut faire, c'est d'abord étendre A0 en introduisant des champs, les fantômes et les antichamps, en un A, donc qui va dépendre des phi A et des phi star A, tel que SA est égal à 0. Hein, donc ça va commencer par A0, mais puis il va y avoir des termes d'ordre plus élevé en les antichamps, et choisi de telle sorte à ce qu'on ait ça. À nouveau, je vous ai montré que c'était toujours possible. Donc si je vous donne une observable, je peux toujours l'étendre dans l'espace qui contient les fantômes et les antichamps de manière à avoir quelque chose qui soit BRST fermé.
Et je vous avais aussi montré que l'ambiguïté, qui va être quelque chose de ça va être la cohomologie. Évidemment, si j'ajoute à A quelque chose qui est BRST exact, ben, ça obéira toujours à ça. Donc je vous avais montré que les ambiguïtés étaient telles qu'il y avait une correspondance bijective entre les observables physiques d'un côté et les classes de cohomologie en degré de fantôme 0 d'autre part. Alors, une fois qu'on a fait ça, si on veut calculer les valeurs moyennes des opérateurs correspondants, alors il faut passer à ce qu'on appelle la cohomologie BRST quantique. Donc j'avais introduit ce que j'avais appelé alpha, qui va coïncider avec A à l'ordre h bar égale à 0, et puis il va y avoir des corrections quantiques. Et ces corrections quantiques doivent être telles que ce que j'ai appelé sigma alpha, donc qui est en fait l'opérateur BRST quantique, même si dans les calculs on n'aurait pas besoin beaucoup, mais donc j'avais introduit, donc c'est W alpha moins IH bar delta alpha égale à 0. Donc on choisit les termes ici de manière à ce que cette équation soit remplie. Pourquoi? Parce qu'alors, ce que je vais appeler la valeur moyenne de A0 qui est obtenue par le calcul suivant, l'intégrale fonctionnelle sur tous les champs de l'exponentielle, on va remplacer, on va éliminer les antichamps par la même recette. Voyons, oui. Donc on va calculer la valeur moyenne de alpha, où je remplace les antichamps par delta psi sur delta phi. Donc je vais mettre un psi ici. Et puis l'exponentielle de I sur H bar W, où je remplace les antichamps à nouveau par la même recette. Et ce qu'il faut faire, c'est à nouveau choisir un psi tel que ceci n'est plus d'invariance de jauge. Mais donc ce qu'on avait montré, c'est que cette condition-ci garantit que le résultat de l'intégrale fonctionnelle ne dépend pas de psi. Donc à nouveau la dépendance de jauge. Donc quel que soit psi, vous obtiendrez toujours le même résultat. Et en plus, on a la propriété que si je calcule, oui, sigma carré est égal à 0. Donc des solutions de cette équation-ci, c'est facile d'en produire de cette forme-ci. On peut démontrer que la valeur moyenne de ces objets-là est égale à 0, et donc c'est bien la cohomologie qui est implémentée quand on calcule les valeurs moyennes, ce qui correspond à ce qu'on sait. C'est la cohomologie BRST qui rend compte de la physique. Et donc c'est important que les objets qui sont exacts aient des valeurs moyennes nulles. Ça veut dire qu'on peut les quotienter effectivement quand on calcule ces valeurs moyennes. Et cette équation-ci, de nouveau, elle est importante parce qu'elle exprime l'indépendance, elle garantit l'indépendance de A0 en psi. Alors, encore une chose à dire, oui, c'est à nouveau, c'est que alors que, quels que soient les observables, il n'y a pas d'obstruction à construire un A qui obéit à cette équation. Donc, classiquement, il n'y a pas d'obstruction. Quand j'essaye d'étendre A à un objet quantique obéissant à cette équation-ci, il peut y avoir des obstructions. Mais elles sont mesurées par les mêmes groupes de cohomologie, à savoir que c'est la cohomologie en degré de fantôme 1 qui va vous donner des obstructions pour la construction de alpha 1, puis alpha 2, etc. Et si ces obstructions sont absentes, il y aura toujours une ambiguïté. Alpha 1 va être défini à un élément de H0 près, c'est-à-dire à un invariant, à un observable près. Mais ça, on ne pouvait pas espérer plus parce que on sait bien que le processus de passer d'une théorie classique à une théorie quantique est ambigu. Il y a plusieurs théories quantiques qui peuvent avoir la même limite classique. Si je fais H bar égale à 0, vous ne voyez pas ça. Donc si évidemment je modifie ceci par un invariant de jauge de manière à préserver ces équations, à la limite où H bar tend vers 0, vous ne voyez pas que j'ai changé. Donc effectivement, il y a une ambiguïté quand on se donne la limite classique, mais il peut y avoir plusieurs théories qui ont la même limite classique, quantiques qui ont la même limite classique. Bien. Donc ça, c'est essentiellement, je pense, ce que j'avais vu jusqu'ici. Donc c'est peut-être un bon moment pour vous demander s'il y a des questions.
Donc s'il n'y a pas de questions, ben, je vais continuer. Et je vais en fait vous décrire ces groupes de cohomologie. Là, les opérations sont un peu formelles quand même. Alors, oui, c'est formel. Ça, oui, effectivement, je l'avais dit. Une des raisons pour lesquelles c'est formel, c'est que cet opérateur-ci, il diverge sur les fonctionnels locales, en tout cas. Parce qu'on prend des dérivées secondes fonctionnelles au même point et on intègre, donc on intègre sur des deltas de 0. Donc effectivement, il faut régulariser. Donc ce que j'ai fait ici, c'est un peu formel, enfin c'est formel, mais donc pour chaque théorie, il faudra donner un sens à cela. Mais ça, je n'ai pas fait de manière générale parce qu'il n'y a pas de recette générale. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même les mêmes groupes de cohomologie qui apparaissent. Oui, c'est ça, voilà, oui, absolument. Absolument. Donc si on arrive à renormaliser et à définir les choses de manière à avoir une solution de cette équation, donc d'abord, pour avoir, c'est effectivement ça qui va contrôler les obstructions. Et une fois que les obstructions, on est sûr qu'elles ne sont pas là, c'est ça qui va contrôler. Alors dans Yang-Mills, en tout cas sans Fermi-Okiro, dans Yang-Mills, on a un argument pour voir que c'est vrai que c'est divergent, mais delta sur les objets qu'on considère, en particulier sur delta S, qui est la chose qui va apparaître au premier ordre. Hein, quand je développe ici, je vais avoir M1S moins 2I, pardon, moins le 2, je l'obtiens deux fois. Donc M1S moins, I delta S égale à 0. Le delta S, on peut voir qu'en tout cas, c'est donné par les traces des constantes de structure. Et donc pour les groupes compacts, c'est 0. Donc on a des arguments pour montrer que la bonne manière de régulariser, c'est 0. Mais effectivement, je l'avais dit, mais c'est bon de le répéter, c'est hautement formel ici, dans la mesure où nous travaillons avec des fonctionnels locales. Si ces fonctionnels étaient non locales, bilocales par exemple, ça serait pas nécessairement formel, ça pourrait avoir un sens. Mais dans le cas des objets qu'on manipule, c'est formel. Il faudra avoir des noyaux qui s'annulent. Voilà, oui, c'est ça, oui. Mais je ne vais pas discuter de la régularisation ici. Mais c'est vrai de garder ça à l'esprit, c'est bon. Voilà. Il y a d'autres questions? Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est considérer ces groupes-ci, vous décrire ces groupes-ci. Dans mes ambitions initiales, j'espérais pouvoir les calculer explicitement, mais ça je ne vais pas faire. Donc je vais vous les décrire et vous les rendre plausibles. Pour le cas des théories de Yang-Mills, et même je vais prendre Yang-Mills sans matière, c'est le plus simple. Et donc, voilà, donc ça c'est point 1. J'effacerai après. H0. Alors, on avait écrit S, donc d'abord, je vais prendre Yang-Mills sans matière. Donc, on a le potentiel vecteur, A mu, et puis on a vu qu'il fallait introduire les fantômes, hein, autant de fantômes qu'il y a de paramètres de jauge indépendants, et puis il faut introduire les antichamps correspondants, donc qui sont désignés par les mêmes lettres avec des étoiles, et ils sont conjugués, donc c'est ça chaque fois qu'on travaille, enfin c'est dans l'espace, c'est dans le dual. Alors, à côté de ça, donc ça c'est ce que j'avais appelé le secteur minimal. À côté de ça, on introduit ce qu'on appelle le secteur non minimal, qui contient les antifantômes et les champs auxiliaires B et les antichamps correspondants. Et je vous avais expliqué qu'on avait le droit de faire ça, de passer de la solution de l'équation minimale de l'équation maîtresse à cette solution qui contient aussi ces variables-là, parce que ces variables-là ne contribuent pas à la cohomologie. Et si la demande, c'est que la cohomologie BRST reproduise les observables et qu'on introduise des variables qui forment en fait des paires contractibles qui ne contribuent pas à la cohomologie, ben la demande que la cohomologie BRST soit la bonne cohomologie est toujours remplie.
Et donc on avait vérifié explicitement, j'appelle hein, comment, bon, à des facteurs i et que je ne vais pas écrire, on avait la propriété que SC bar c'est BA, S B star A. Hein, donc ça c'était anticommutant, commutant, commutant, anticommutant. Et les nombres de fantômes, là c'est moins 1, 0. Et donc ce sera moins 1, 0. Et on a une action canonique dans l'anticrochet, donc c'est pour ça qu'on introduit les antichamps correspondants. Et donc je vous avais montré comment voir tout de suite que la cohomologie n'était pas changée. J'avais introduit l'opérateur qui va dans l'autre sens, si je puis dire. TBA est égal à C bar A, et puis T, C bar star A est égal à B star A, de sorte que ST plus TS, c'est l'opérateur qui, bon, sur ces variables-là, ça va donner, ça va reproduire, donc ST plus TS sur C bar A, par exemple, ça va redonner C bar A. Mais S et T, bon, je les étends comme des dérivations. Donc je vous donne ça sur le générateur, mais pour un polynôme en ces variables-là, on utilise la règle de Leibniz pour l'étendre. Pareil pour T, c'est plutôt comme des antidérivations, pardon, puisque ça change le degré. ST plus TS va donc être automatiquement une dérivation. Et donc savoir comment n agit, il suffit de voir comment n agit sur C bar, BA, sur les variables de base. Et on peut voir que ça les reproduit, donc de manière générale, ça va vous donner le degré en ces variables. Et donc cette propriété est clé parce que c'est ça qui nous avait permis de déterminer qu'il n'y avait pas de cohomologie, que ces variables-là ne contribuaient pas à la cohomologie. Je vous rappelle, si pk est un polynôme en ces variables-là de degré k, et puisque le degré est préservé par S, on peut supposer, hein, le degré en ces variables est préservé par S, hein, 1, 1, 1. On peut travailler degré par degré. Donc si on suppose que pknk est égal à k, pardon, si on suppose que npk est égal à k pk, donc si on suppose que pk est un polynôme de degré k en ces variables c bar, b, b star, c bar star, n étant l'opérateur du comptage, l'ombre de la puissance de ces variables, bon, donc voilà, je suppose que c'est de degré k, eh bien on avait vu que si pk est BRST fermé, il est automatiquement BRST exact, parce qu'on écrit ça de la manière suivante, pk c'est 1 sur k fois ça, donc c'est linéaire, donc je peux le mettre à l'intérieur, donc je vais même mettre tout de suite ce que c'est, st plus ts, 1 sur k pk, donc ça c'est n sur la valeur de n, donc ça c'est juste. Et on voit que si pk est annihilé par s, alors automatiquement pk est s de quelque chose. Donc ça c'est une homotopie contractante, c'est un argument standard. Et donc c'est comme ça qu'on voit que ces variables-là, on peut, sans nuire à la généralité, travailler avec des objets qui sont des polynômes de degré 0 en ces variables, c'est-à-dire qu'ils n'en dépendent pas. Donc toute la cohomologie est ici. Alors pour la cohomologie modulo D, c'est pareil, parce qu'on étend au dérivé, donc comment on définit le S de d mu C bar A? En le faisant commuter, ça va être d mu de BA. Donc on définit, on étend aux variables dérivées l'action de S de manière à avoir S d mu égale d mu S. Pareil, T d mu est égal à d mu T. Et si vous introduisez le dx mu, ça revient à dire SD plus ds est égal à 0. Et Td plus dt est égal à 0. Donc ça va anticommuter. Bon, oui, parce que le dx mu, il doit passer une fois à travers le S, et donc ça va changer le signe, puisque S est un objet anticommutant. Donc c'est pour ça qu'on passe de ça à ça quand on introduit le dx mu, qui ne va pas se trouver... Bon, si je multiplie les dx mu ici, là j'ai bien le d, mais là pour avoir le d, je dois le faire passer au-dessus, donc j'ai un changement de signe. Donc je travaille toujours avec des conventions qui sont les plus simples, où toutes les opérations de commutation, d'anticommutation sont contrôlées par une seule graduation.
voilà, alors vous voyez aussi que le fait que ces variables-là ne contribuent pas à la cohomologie va s'étendre à la cohomologie de S modulo D, parce que D anticommute à la fois avec S et avec T. Donc imaginons par exemple que j'ai cette relation-ci, donc je peux travailler à nouveau degré par degré, hein. Et donc imaginons que j'ai ça, donc je vais pouvoir réécrire ceci aussi, donc là j'ai rien fait. Maintenant supposons que Pk soit annihilé par S modulo D, donc je vais pouvoir écrire ça comme St plus T de 1 sur K. Alors, donc on va supposer que SPK plus D de... Il existe un MK tel qu'on est ça. Donc ça, je vais dire, ben, c'est égal alors à moins D de MK sur K. Et puisque ça anticommute, ceci c'est ST, et j'ai oublié d'écrire 1 sur K, PK. Donc vous voyez ce que je fais. Hein. Au tableau, on oublie toujours des choses. Ah, donc le premier terme, c'est ça. Le deuxième terme, j'utilise que SPK, c'est moins DMK. Et donc maintenant, je vais anticommuter D avec... Donc c'est S de T de 1 sur K, PK, plus D de T, MK sur K. Donc vous voyez que si PK effectivement est tel que SPK est le D de quelque chose, alors automatiquement il est trivial. Il est le S de quelque chose plus le D de quelque chose. Et donc il ne va pas contribuer à la cohomologie de S modulo D. Donc ce secteur non minimal, qu'on introduit parce que ça permet d'avoir des fermions de jauge de nombre de fantômes moins 1, il ne contribue pas à la cohomologie. La seule chose qui va contribuer à la cohomologie, c'est ça. D'accord ? Alors, pour décrire cette cohomologie, je vais supposer que le groupe de jauge, ou l'algèbre de jauge, est simple, ou peut-être semi-simple, donc une somme directe d'algèbre simple, mais je vais supposer qu'il n'y a pas de facteur abélien. S'il y a des facteurs abéliens, on peut faire les calculs, mais la description de la cohomologie est un peu plus compliquée. Donc, dans le cas où c'est simple, au sens l'algèbre est simple, la description de la cohomologie est aussi simple. Alors, parce que la première, et je m'intéresse uniquement aux cohomologies en degré 1 et 0. Ce que je vais dire ne serait pas vrai en degré plus élevé. Mais donc, en degré 0 et 1, on peut montrer que l'on peut se débarrasser en cohomologie des antichamps. En d'autres termes, si j'ai un cycle ou un cocycle de H1 de S modulo D ou de H0 de S modulo D, je peux toujours, en ajoutant des termes triviaux, me ramener à un cocycle équivalent, puisque j'aurais ajouté des termes triviaux, qui ne dépendent pas des antichamps. Donc, en ce sens-là, on peut toujours se débarrasser des antichamps. Et donc, on va analyser la cohomologie sur ces variables-là, où les choses sont assez faciles. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Donc, S, c'était la somme de delta cosultate, mais qui n'agit que sur les antichamps. Donc, si les antichamps ne sont plus là, on peut l'oublier. Il y aura quand même quelque chose que je dirai plus tard sur les antichamps, mais pour le moment, on n'y pense plus. Donc, ça va se ramener à ce que j'avais appelé gamma. Bon, donc, pour être tout à fait se réduit à gamma. Et on a vu que c'était une transformation de jauge dans laquelle on remplace les paramètres de jauge par les fantômes. Et S de C, alors avec mes conventions, c'est FABC, CB, CC. Donc ça se ramène à gamma, il n'y a que ça sur les variables. Le BRST, dans ce cas-là, le S était assez simple, hein, parce qu'on a vu qu'il s'arrêtait en fait à S2. Il y a juste un terme en plus et puis ça s'arrête. Le terme en plus faisant apparaître effectivement les constantes de structure
de l'algèbre de jauge, puisque c'est elle qui contrôle le commutateur de deux transformations de jauge. Donc en fait, voilà, ça c'est la cohomologie de ça qu'il faut calculer. Alors, on va d'abord regarder en degré zéro. Donc, et je vais vous montrer qu'il y a au moins deux types de solutions. Premier type. En fait, premier type de solution, c'est même des solutions de H0 de S, ça obéit à... ça annihilé par S. Alors c'est très facile. Donc en degré zéro, ça veut dire qu'on peut oublier les fantômes. Hein. Ça veut dire qu'il faut travailler avec A et les dérivés de A. Hein, parce que dès que vous introduisez un fantôme, vous serez au moins en degré 1. Donc ça, le degré ici, c'est le nombre de fantômes. Hein. Donc en degré zéro, une manière de fabriquer des solutions de l'équation SA plus D, S, disons, donc il faut, on regarde cette équation-ci. Hein. Une manière de fabriquer des solutions de ça, c'est de considérer des fonctions, des invariants de jauge, c'est-à-dire des courbures où l'indice interne est contracté avec des tenseurs invariants. Ça va être solution de SA égale à 0, et donc a fortiori de SA plus DB égale à 0. Donc il y a une classe de solution qui est donnée par une classe de solution, donc première classe de solution, ou solution du premier type. Eh bien, des fonctions ou des formes locales dont les coefficients, donc je vais écrire ça en termes de, sont des fonctions qui dépendent des invariants. Donc on va peut-être même les écrire pour insister sur le fait que c'est des invariants. I, voyons, oui, I comme invariant, qui va dépendre de FA mu nu, de dérivées covariantes de FA mu nu, des dérivées covariantes secondes éventuellement, etc. De telle sorte que les indices internes soient saturés avec des tenseurs invariants. Hein, par exemple, si je prends une expression quadratique, eh bien, on prendra la métrique de Killing de l'algèbre de jauge. Donc ça donnera des invariants. Donc ça, c'est clairement une classe de solution. Puisque c'est invariant de jauge et que BRST, c'est une transformation de jauge où on a remplacé le paramètre de jauge par CA, ben c'est clairement annihilé par S. Hein, donc I rappelle qu'il faut saturer les indices internes de manière invariante. Alors évidemment, certaines de ces solutions peuvent être le D de quelque chose. Bon, donc ça, il faut pas. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une sorte de surdescription. C'est redondant. Il y a certains de ces invariants qui sont équivalents modulo le D d'un invariant. Donc là, c'est redondant, mais je ne vais pas essayer de donner une description où une classe de cohomologie n'apparaît qu'une seule fois. De même aussi, rappelez-vous, quand même, les antichamps implémentent les équations du mouvement. Donc si jamais ici vous avez quelque chose qui est nul en fonction des équations du mouvement, ça peut s'écrire comme le delta de quelque chose, et donc ça pourra, en utilisant les techniques que j'ai développées, s'écrire comme le S de quelque chose. Donc il y a une sorte de redondance dans la description, mais je ne vais pas m'attacher à la redondance. Retenons simplement que tous les invariants que vous pouvez construire à partir de la courbure et de ses dérivés sont des solutions de cette équation-ci. Il peut y avoir un surcomptage. Deux solutions distinctes pourraient être équivalentes modulo le D de quelque chose ou modulo les équations du mouvement, mais je ne vais pas essayer d'être plus précis, de ne pas être redondant. D'accord ? Donc ça, c'est c'est clairement des solutions. Il y a d'autres solutions qui sont plus subtiles et peut-être plus intéressantes, qui s'obtiennent par ce qu'on appelle des équations de descente. C'est là. De la manière suivante.
Donc on peut les obtenir en dimension impaire. Donc en dimension impaire, on a ce qu'on appelle des termes de type Chern-Simons. Je vais d'abord le faire en dimension 3 et puis vous dire comment ça marche en général. Donc en fait, pour décrire ces... Donc les termes de Chern-Simons ne sont pas de ce type-là. Donc c'est un autre type de solution. Alors ces objets sont fabriqués en regardant... Ces objets vont dépendre de ce qu'on appelle les formes. Les formes... donc en fait, je peux saturer... Donc j'ai AA mu. Donc je peux fabriquer à partir de AA mu A qui va être AA mu dx mu. Et puis là, je vais mettre les générateurs de l'algèbre de Lie. Donc c'est une matrice. C'est une informe à valeur dans l'algèbre de Lie que j'appelle A. Et puis FA mu nu, je peux faire pareil. Donc j'ai dx mu. Donc c'est une deux formes, qui est une matrice, si vous voulez, puisqu'ici je regarde des représentations matricielles. Donc je sature l'indice ici avec les générateurs de l'algèbre de Lie. Alors quand j'ai écrit ça, je peux considérer l'algèbre engendrée par le produit extérieur par ces formes et oublier que je suis en dimension 4 ou en dimension 5. Parce qu'en fait, cette algèbre, à part le fait qu'elle se tronque dès qu'on a atteint la dimension maximum de l'espace, elle est toujours la même. Et donc si j'imagine travailler dans un espace de dimension arbitrairement grande, ça a un sens de considérer cette algèbre. Et donc je vais considérer l'algèbre engendrée par A et F, enfin F étant d'ailleurs relié à A. Et dans cette algèbre, et donc par exemple en dimension 3, donc je vais vous donner un exemple de cette solution-là, dimension 3, je vais me placer dans un espace de dimension 4, donc dimension n plus 1, et considérer l'invariant trace de f wedge f. Alors, si c'était en dimension 3, c'est 0. Ce n'est pas intéressant, puisqu'il n'y a pas de cas de forme en dimension 3. Mais dès le moment où je travaille dans cette algèbre plus générale, où la dimension n'est pas spécifiée, ceci, c'est une 4 forme qui est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle définit un invariant topologique. En fait, elle a la propriété d'être fermée. On note ça parfois, on oublie parfois le produit extérieur explicitement. En plus, ici, ça commute. On écrit ça parfois trace de f carré. Alors, puisque le d de ça est égal à 0, alors je vous ai peut-être pas brièvement parlé, je pense que je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle le lemme de Poincaré algébrique. Donc j'en parle maintenant. On va utiliser ce qu'on appelle le lemme de Poincaré algébrique. Alors le lemme de Poincaré tout court, qu'est-ce qu'il dit? Donc vous savez que dans Rn, si je travaille dans Rn, le lemme de Poincaré me dit que toute forme fermée est exacte, donc il n'y a pas de cohomologie, sauf éventuellement en degré 0, où j'ai les constantes. Parce qu'une constante, c'est automatiquement fermé, mais ça ne peut pas s'écrire comme le d de quelque chose, puisqu'il n'y a rien au degré moins 1. Donc, le lemme de Poincaré pour Rn, il vous dit que la cohomologie de Rn est triviale, il y a juste les constantes en degré 0. Alors, le lemme de Poincaré algébrique, c'est un lemme, il dit essentiellement la même chose, mais dans un espace différent, c'est dans l'espace des objets locaux. Donc, la question, c'est si j'ai une forme locale qui est fermée, par exemple, si j'ai une P-forme locale qui est fermée, est-ce que je peux l'écrire comme une
le D d'une P-1 forme locale. Et le lemme de Poincaré algébrique vous dit oui. Alors, sauf là en dimension 0 comme avant, et en dimension supérieure, parce qu'on peut montrer que en dimension supérieure, tout est automatiquement fermé, puisque s'il y a une dimension supérieure, vous ne pouvez pas aller plus haut. Mais ça ne veut pas dire, donc en particulier l'action qui est l'intégrale d'une n-forme, cette n-forme elle est fermée, mais ça ne veut pas dire que tout lagrangien peut s'écrire comme le D d'un objet local. Hein. Sinon ça veut dire qu'il n'y a jamais d'équation du mouvement. Donc justement, c'est les équations du mouvement qui contrôlent la cohomologie en degré supérieur. Mais on ne va pas en avoir besoin. Donc essentiellement, le lemme de Poincaré algébrique, il dit la même chose que le lemme de Poincaré dans Rn, c'est-à-dire qu'il dit que toute forme fermée est exacte, même dans l'espace des formes locales. Et en particulier, donc si je travaille dans cette algèbre où il n'y a pas de dimension supérieure, ceci m'implique que ceci peut s'écrire comme le D de quelque chose. Alors, soit on utilise le lemme de Poincaré algébrique pour s'en assurer, soit on fait le calcul directement, d'ailleurs ici. Hein, on a une expression explicite pour FF, on peut calculer que c'est le D de quelque chose. Enfin, c'est garanti que ce sera le D de quelque chose, et ce sera le D de quelque chose, que je vais écrire comme ça, et on va noter tous les degrés importants pour le calcul. Ça c'est une 4 forme, donc ce sera une 3 forme de nombre de fantômes 0. Alors je mets quoi en premier? Je mets d'abord le nombre de fantômes, donc je vais écrire ça comme ça. Donc ça c'est le nombre de fantômes. Bon, il n'y avait pas de fantômes, il n'y a pas de fantômes ici, donc c'est le nombre de fantômes 0. Et ceci c'est le degré de forme. Alors maintenant, est-ce que S de cet objet-là est égal à 0? Alors là, c'est une propriété intéressante, c'est que donc le lemme de Poincaré algébrique vous dit que toute P-forme locale fermée est exacte dans l'espace des formes locales. Mais il n'est pas vrai que toute P-forme fermée invariante soit exact dans l'espace des formes locales invariantes. En d'autres termes, c'est ce que et le calcul montre que ce n'est pas possible, oméga 0,3, même si ceci est invariant, même si ceci obéit à S, j'ai fabriqué un invariant ici, donc j'ai S trace de f carré est égal à 0, ça n'implique pas que le oméga 0,3 soit lui-même invariant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Par contre, que peut-on dire sur S de oméga 0,3, ben, en utilisant le lemme de Poincaré algébrique, on peut dire quelque chose, parce que je sais que SD de oméga 0,3 est égal à 0, d'où, puisque ça anticommute, D de S oméga 0,3 est égal à 0, d'où, en utilisant le lemme de Poincaré algébrique, S de oméga 0,3 va être le D de quelque chose que je vais appeler c'est le nombre de fantômes 1 et c'est degré de forme 2. 2 plus 1, ça me donnera 3 et 1 plus 0, ça me donne 1. Donc je sais que le S de oméga 0,3, il n'est peut-être pas nul, et d'ailleurs il n'y a pas moyen de s'arranger pour qu'il soit nul, on peut le montrer assez facilement, mais ce sera le D de quelque chose. Et donc ceci est une solution automatiquement de H. Alors là, oui, de la cohomologie en degré de fantôme 0 pour les 3 formes. Donc on peut montrer qu'elle est non triviale, cette solution. Donc il y a moyen de fabriquer des solutions de H0 qui ne sont pas données par les invariants, mais qui sont données par des invariants non triviaux modulo D. Donc en 3 dimensions, c'est un objet qui est assez utilisé pour fabriquer des théories invariantes de jauge. Ceci peut définir un lagrangien, et vous voyez que ce lagrangien est invariant modulo un terme de bord, parce que ceci c'est un terme de bord. Donc c'est Chern-Simons.
Mais on peut faire la même chose en dimension plus élevée. Si par exemple vous voulez construire le même type d'invariant en dimension 5, vous allez partir d'un invariant topologique en dimension 6, fabriqué avec les f, donc trace de f cube, qui peut être nul ici. Ça va dépendre du groupe. Par exemple, si c'est les groupes SUN, il ne sera pas nul. Et donc trace de f cube. Et vous pouvez démontrer que le d de ça, c'est égal à 0. Et donc, vous pouvez répéter la même construction et construire un terme de Chern-Simons à 5 dimensions qui, cette fois-ci, contiendra, enfin, où on part de quelque chose de cubique. Donc ça, c'est un autre type. Donc je suis en train de maintenant vous montrer les manières de produire des solutions. Une manière, c'est la plus bête, c'est des invariants. Là, évidemment, j'en ai une multitude, hein, puisque j'ai beaucoup de variables et je peux imaginer tous les polynômes que je veux. Ici, par contre, c'est plus restreint, et ça existe en dimension impaire. Je peux construire des objets qui sont des invariants, mais des solutions non triviales de S modulo D. C'est-à-dire on ne peut pas se débarrasser du D. Et le théorème qu'on peut démontrer, que je ne vais pas démontrer ici, c'est qu'en fait, ces solutions-là, dans le cas des groupes simples ou semi-simples, ce sont les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est un théorème qui est un peu lourd. Bon, il faut démontrer qu'on peut se débarrasser des antichamps, puis enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais le résultat est simple. Toutes les classes de cohomologie de H0 de S modulo D sont épuisées par ce que je vous ai listé ici, par les invariants stricts, fabriqués alors à l'aide de la courbure et de ses dérivées covariantes, saturés avec indice saturé de manière covariante, et par ces objets qu'on obtient par descente de quelque chose qui vit en dimension 1 au-dessus. D'accord? Donc ça c'est, dans mes grandes ambitions initiales, j'espérais pouvoir vous démontrer ce théorème, mais bon, je vous en donne le résultat. Alors, pour H1, donc, qui va nous donner les anomalies, eh bien, il n'y a que les solutions du deuxième type qui apparaissent. S'il n'y a pas de groupe, s'il n'y a pas de facteur abélien, s'il y a des facteurs abéliens, il y a d'autres solutions. Mais s'il n'y a pas de facteur abélien, et donc que je suis avec un groupe semi-simple, ou oui, simple ou semi-simple, alors il n'y a que les solutions du deuxième type qui existent, et il faut aller les chercher en montant de 2 dimensions et en faisant 2 fois la descente. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais c'est la même recette. Donc, on va d'abord se placer en dimension 4. Et alors vous verrez comment généraliser. Donc en dimension 4, donc à nouveau on va travailler dans l'algèbre qu'on appelle d'ailleurs parfois la petite algèbre, donc, qui n'est pas engendrée par les composantes individuelles des f mu nu et des a mu, mais qui est engendrée par les formes. Donc où on a saturé les indices. Hein. Et on considère que des polynômes en ces variables, donc dx mu ta et f qui est défini comme fa mu nu dx mu dx nu ta. Alors, je vais vous donner, donc c'est H1 auquel on s'intéresse, et je vais vous montrer comment fabriquer des solutions non triviales. Donc en fait, mettons en dimension 4. Eh bien, on se place en dimension 6 et on regarde les invariants topologiques en dimension 6. Donc en fait, on en a déjà parlé. Je vais considérer la trace de f cube. Donc f wedge f wedge f. J'écris pas. Donc ça, c'est une scie-forme. Donc je me place qui a la propriété, c'est un invariant topologique, donc ça c'est bien connu des mathématiciens, que ceci est défermé. Oui, je dois dire aussi que cet objet n'existe que si l'algèbre, donc je le répète, possède
parce qu'il y a des, enfin, il faut saturer les indices. On peut écrire ça, on peut voir ça comme un certain tenseur DABC, FA, FB, FC, où ça c'est un tenseur symétrique, puisque ça commute les F, c'est des deux formes. Et donc, ceci n'existe que s'il existe un tenseur à 3 indices complètement symétrique invariant dans l'algèbre. Donc, cette trace peut être nulle si ce n'est pas le cas. Elle ne sera pas nulle que s'il y a un tel tenseur. Bon. Donc on suppose, et on sait, bon, les gens, c'est des choses que les mathématiciens ont calculées depuis longtemps. Donc par exemple, pour l'algèbre simple SUN, vous aurez un tel tenseur. Pour d'autres algèbres semi-simples, ce sera égal à 0. Il faut aller à trace de F4 pour avoir quelque chose de non nul. Ou trace de F carré fois trace de F carré. Mais bon, voilà, donc on suppose que c'est non nul, bon, sinon la construction, ben, c'est 0 égale à 0 tout le long. Donc on suppose que ce n'est pas nul, mais donc par le même argument que tout à l'heure, donc on utilise le lemme de Poincaré qui dit que tout objet fermé est exact, donc je peux écrire ça comme le oméga de quelque chose que j'avais baptisé 0,5. C'est une 5 forme, parce que ça c'est une 6 forme, de degré de fantôme 0, puisqu'il n'y a pas de fantôme qui apparaît à ce niveau-ci. Et alors, par le même argument que tout à l'heure, on a que S de cet objet-là, ben, puisque le S de trace de f³ est égal à 0, c'est un invariant, on sait que le S de ça c'est égal à 0, donc le D du S de ça c'est égal à 0, mais ça n'implique pas que S de ceci soit égal à 0, tout ce que ça implique, c'est que S de ceci c'est le D de quelque chose. Alors il y a des ambiguïtés, bien entendu, mais on peut montrer qu'on ne peut pas lever les ambiguïtés de manière à écrire trace de f³ comme le D d'un invariant. Donc le S de ce qui sera là sera jamais 0. Et en fait, je vais garder la même lettre oméga, sinon il faut changer de lettre et devenir créatif en termes de lettres grecques. Je vais garder la même lettre, simplement différencier les choses par le degré, puisque ici j'agis avec S, le nombre de fantômes va être 1. Et puisque ici j'agis avec D, le nombre de formes c'est 4. Donc j'ai fabriqué une 4 formes de degré 1 qui obéit à ceci. Alors que puis-je dire sur le F de cette 4 formes de degré 1 ? Eh bien à nouveau, si j'agis avec S sur cette équation, S carré fait 0, ceci disparaît. Je vais avoir ds de oméga 1, 4 est égal à 0, c'est-à-dire d de S de ça est égal à 0. Donc S de ça, par le lemme de Poincaré algébrique, c'est le D de quelque chose, que je vais baptiser 2, 3, parce que ce sera une 3 forme, pour avoir 4 ici, de degré 2, 1 plus 1. Et donc vous voyez que j'ai construit une 4 formes de degré de fantôme 1 qui est S, qui est annihilée par S modulo D, donc qui obéit à la condition de cocycle de la cohomologie de S modulo D. Et on peut démontrer qu'elle n'est pas triviale. Ça, c'est assez facile à voir. Et donc, ça, c'est des solutions non triviales de H1 de S modulo D. Donc, on obtient par descente, à partir d'invariants, 2 dimensions plus haut. Pourquoi 2 dimensions plus haut ? Parce qu'il faut arriver à un nombre de fantômes 1. Pour Chern-Simons, on partait 1 dimension plus haut pour arriver à un nombre de fantômes 0. Donc, la longueur de la descente, à chaque fois, vous allez augmenter le nombre de fantômes. Donc, il faut descendre suffisamment, mais pas trop. D'accord, donc ça, c'est un autre type de solution qu'on peut fabriquer. Et vous pouvez faire ça en n'importe quelle dimension paire. Vous avez la dimension 2 plus élevée, vous regardez les invariants topologiques qui sont là, peuvent s'écrire comme le D de quelque chose et vous descendez. Voilà, alors il existe un théorème qui dit que en nombre de fantômes 1, pour les groupes simples ou semi-simples, ce sont les seules solutions ce sont les seuls éléments dans H1 de S modulo D, il n'y en a pas d'autres.
s'il y avait des fantômes abéliens, pardon, donc s'il y avait des facteurs abéliens dans le groupe de jauge, et donc des fantômes abéliens, on pourrait construire d'autres solutions. Mais je suppose que ce n'est pas le cas. Ça va? Donc pour les groupes simples, c'est simple, ça se limite à ça. Bien, alors ceci est important, et là je vais... revenons à notre équation maîtresse quantique. Donc pourquoi c'est important? D'abord, on a vu que ces groupes contrôlaient les obstructions à l'existence d'une solution. Alors ces obstructions, on les appelle d'ailleurs, elles portent un nom, anomalie. Donc supposons que je considère une théorie et que je me pose la question de savoir si je peux trouver une solution de l'équation maîtresse quantique. On a vu que les obstructions étaient mesurées par H1 de S modulo D. Alors, supposons que H1 de S modulo D, par ce calcul de cohomologie, on soit arrivé à la conclusion que c'était trivial, qu'il n'y avait pas de solution. Par exemple, supposons que je pars d'un groupe pour lequel trace de f cube est égale à 0, qu'il n'y a pas de tenseur à 3 indices symétriques invariants. Il y a des groupes qui sont comme ça. Alors, ces groupes, d'ailleurs, on les appelle anomaly free, donc libres d'anomalies, parce qu'il n'y a simplement pas de solution de H1 de S modulo D. Et puis s'il n'y a pas de solution de H1 de S modulo D, ça veut dire que vous ne pourrez jamais être obstrué quand vous allez vouloir avoir une solution de l'équation maîtresse quantique. Et je vous rappelle que l'importance de cette équation, c'est qu'elle garantit l'indépendance dans le choix de ce qu'on appelle la fixation de la jauge. Donc s'il n'y a pas cette indépendance, c'est embêtant, parce que vous n'êtes pas sûr que les degrés de liberté non physique ne vont pas apparaître dans des calculs, parce qu'on n'est pas sûr que ceci va être égal, avec certains choix de psi, à un calcul fait dans une jauge où il n'y a que les degrés de liberté physique qui apparaissent. Hein? Donc, si vous avez réussi à démontrer que ça c'était égal à 0, vous savez qu'il n'y aura pas d'obstruction et vous aurez l'indépendance des résultats en psi. Si par contre il y a des éléments là, donc ce qu'on appelle des candidats à être une obstruction, alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est on fait le calcul et on doit s'assurer que l'objet qu'on obtient dans l'équation pour M1, et qui seraient les obstructions potentielles, arrive avec des coefficients 0. Et donc ça peut, bon, vous savez ça tous sans doute, que dans le cas de Yang-Mills, ça va vous déterminer, vous limitez le contenu en champ, puisque les champs de matière vont contribuer à un certain nombre à ce coefficient. Donc il y a des anomalies potentielles qui viendraient de traces de f cube à dimension 4. Donc si ceci est non nul, on a une anomalie potentielle qui est celle-ci. Donc solution de cette équation-là, qu'on appelle d'ailleurs dans ce contexte équation de cohérence de Wess-Zumino, qui exprime que... Et donc ce que vous savez alors, c'est que l'obstruction la plus générale va être un certain coefficient fois oméga 1,4, et il faut s'assurer que ce coefficient soit nul. Voilà. Alors... ça c'est pour H1 de S modulo D. Donc ce calcul général de la forme de la solution la plus générale de cette équation est important parce que ça vous guide tout de suite vers ce qu'il faut regarder quand vous essayez de construire une telle solution. Alors H0 de S de modulo D, lui, il apparaît dans ce qu'on appelle la renormalisation. Donc ce groupe de cohomologie apparaît dans ce qu'on appelle la renormalisation, et de nouveau je vais être extrêmement super rapide. Oui, pardon. Il me semblait qu'on ne peut avoir que des anomalies si on avait des fermions chiro là. Oui, c'est ça. Donc dans Yang-Mills pur, on peut montrer que ce qui se passe, c'est qu'il y a un candidat anomalie. L'anomalie la plus générale, ça va être un certain coefficient fois oméga 1,4, et à ce coefficient-là, tous les champs vont contribuer. Et en fait, pour être plus précis, les seuls champs qui contribuent sont les fermions chiro.
Donc s'il n'y a pas de fermion-Quirot, mais là il faut faire le calcul. Donc ici, ce qui est bien quand on sait qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de calcul à faire, enfin, sauf le calcul cohomologique. Quand la cohomologie vous dit « attention, il peut y avoir des candidats », il faut aller s'assurer que les coefficients de ces candidats sont nuls. Et là, ça nécessite un calcul. Mais donc effectivement, vous avez tout à fait raison. On peut montrer que ce coefficient C, ce qui contribue, c'est les fermions-Quirot, et donc ça va limiter le contenu en séchant, pour s'assurer que C soit égal à 0. Bon, alors je vais avancer. Bon, donc de nouveau, je vais être assez flashy parce que je voudrais dire dans le dernier quart d'heure ou 20 minutes, parler de choses qui débouchent sur des travaux plus modernes concernant le formalisme des antichamps et la géométrie du formalisme des antichamps. Donc en fait, la question qu'on se pose pour Yang-Mills, oui, peut-être je le fais ici, donc ça c'était les anomalies, maintenant H0 de S, c'est relevant pour la renormalisation. Donc on se pose la question suivante. Considérons le Lagrangien de Yang-Mills, donc le plus général compatible avec la symétrie de Yang-Mills. Donc ça va être, je prends les mêmes notations. Le Lagrangien démarrera, bien évidemment, le premier terme, ça va être moins un quart F mu nu et puis j'inclus tous les invariants possibles et imaginables. J'inclus aussi les termes de Chern-Simons si je suis en dimension impaire, avec un coefficient, une constante de couplage indépendante. Et je ne travaille pas nécessairement à 4 dimensions. Je regarde ce Lagrangien-là, le plus général, en dimension quelconque. Alors, en dimension 4, on sait que la constante de couplage qui est cachée ici est sans dimension, mais dans d'autres en dimension, sans dimension physique, mais en dimension 5, 6, etc. Même ici, le G qui apparaît là a des dimensions. Et de manière générale, ces objets-ci auront des dimensions, puisque j'ai de plus en plus de dérivés, c'est comme ça que je fabrique les invariants, ça va être la puissance des puissances négatives de masse. Donc les constantes de couplage vont avoir une dimension qui compense la dimension de ces invariants, de manière à avoir quelque chose qui a les dimensions d'une action, c'est-à-dire en termes de h bar, pas de dimension. Alors la question qu'on se pose, alors vous savez que lorsqu'on fait la théorie quantique, il y a des infinis qui apparaissent, donc je vais utiliser la méthode des perturbations standard, développement en boucle, et à chaque ordre en boucle, je vais avoir des infinis. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les infinis qui apparaissent dans ces calculs quantiques peuvent être absorbés par une renormalisation des constantes de couplage, une redéfinition des constantes de couplage. C'est ça le programme de la théorie quantique. Donc est-ce que ou est-ce que ces infinis sont tels qu'il n'y a pas moyen de les absorber par redéfinition des constantes de couplage, et je devrais dire aussi redéfinition des constantes de couplage et redéfinition des champs. C'est ce qu'on appelle parfois la wave function, en anglais, wave function renormalization. Donc c'est une redéfinition des champs. Et ça, c'est un calcul de cohomologie. Pourquoi? C'est un calcul de cohomologie, donc je vais juste, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. On peut montrer que ces infinis, donc ordre par ordre dans le développement en boucle, obéissent, donc la partie divergente à absorber obéit précisément à l'équation. Bon, la complexité des calculs, ou la complexité, je ne sais pas si c'est la complexité, mais disons une propriété importante des calculs, c'est qu'on ne peut pas directement utiliser l'invariance de jauge parce que l'invariance de jauge, elle est fixée. Par contre, on peut utiliser BRST parce que tout a été construit pour que BRS soit présent. Donc on peut montrer que les divergences apparaissent et sont contraintes par l'équation S, disons, divergence, qui est une intégrale, donc égale à 0, mais la divergence est locale. Donc, au premier ordre, la première chose qui apparaît, c'est locale. Donc ça va être l'intégrale de A.
Donc on va avoir que la divergence obéit à l'équation et donc, et évidemment, c'est en degré, c'est le degré du Lagrangien, donc c'est en degré de fantôme 0. Et donc il faut connaître la solution la plus générale de cette équation-ci. Je vous l'ai décrite, CH0 de S modulo D, je vous ai décrit ce que c'était. On sait que la solution la plus générale va être de deux types, soit c'était le type Chern-Simons, soit le type d'invariant. Modulo le S de quelque chose. Donc on va pouvoir écrire D est égal, ou A, pardon. C'est une somme de coefficients divergents pour les invariants, plus quand même quelque chose qui va être le S à des termes triviaux près. Hein. Donc si j'intègre, pardon, donc on va intégrer comme ça, c'est plus facile. Donc c'est l'intégrale des DI, plus le S de quelque chose. Donc ça, c'est la solution générale. Et dans les invariants, je vais inclure aussi les Chern-Simons, puisque quand donc je mets ici, si on est en dimension P. Donc ça, c'est le calcul de cohomologie qui me dit ça. Alors, si j'ai inclus dans mon Lagrangien de départ tous les invariants, ben vous voyez que cette partie-ci peut être absorbée par redéfinition des constantes de couplage. Donc la partie divergente, je peux faire une redéfinition des constantes de couplage pour l'absorber. Dans le cadre des théories de Yang-Mills. Bon, parce que j'utilise là les résultats généraux sur la cohomologie. Donc, la seule chose qu'on peut dire sur les divergences, et donc sur les contretermes qu'il va falloir pour les contrôler, c'est qu'elles sont BRST invariantes. Mais comme on connaît la solution la plus générale de ce qui est BRST invariant, parce qu'on a fait le calcul de cohomologie dans le cas de Yang-Mills, on peut dire, ah ben ça va être une somme de ces invariants que je vous ai décrits, j'y mets éventuellement le Chern-Simons, plus un terme exact. Oui? Et pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que la divergence soit BRST invariante? Oui, ça il faut le démontrer. Okay. Donc comme je vous ai dit, ici je pensais avoir plus de temps pour faire ce genre de choses-là, mais c'est lourd. Il faut utiliser il faut réexprimer les choses en termes de l'action effective. On peut montrer qu'il y a l'équation de Jean-Justin. Donc il existe tout un joli formalisme d'ailleurs qui contrôle ça, mais que je n'ai pas le temps de développer. Mais donc effectivement, là, vous devez me croire ou aller regarder les livres. J'ai donné les références. D'accord. Si je peux me permettre, il n'y a pas de démonstration totalement générale et absolument indépendante du régulateur, etc. Mais dans les différentes régularisations, on arrive à le montrer. À le montrer, oui. Et en tout cas, pour le cas de Yang-Mills, on a des régularisations qui font ça. Donc, en plus, ici, ce que je dis aussi, c'est le calcul de cohomologie, je ne l'ai pas fait en général. Hein. Je n'ai pas fait pour toute théorie de jauge. Hein. Pour la supergravité avec algèbre ouverte, je pense que personne ne l'a jamais fait d'ailleurs. Donc ici, je me place dans le cas très précis des théories de type Yang-Mills. Donc parfois, les gens, quand ils parlent de théorie de Yang-Mills, ils regardent juste ça. Je devrais dire peut-être des théories de type Yang-Mills où j'ai inclus tous les invariants. Alors, dans ce cas-là, on peut montrer que on peut régulariser, faire tout ce gros calcul quantique que je ne vais pas faire ici. Et effectivement, on voit que une fois qu'on s'est débarrassé des divergents jusqu'à l'ordre n-1 en expansion en diagramme en boucle, en nombre de boucles, le premier terme qui apparaît à l'ordre n obéit à cette équation. Et donc c'est fait par exemple dans le livre de Weinberg, que j'ai, je pense, mentionné dans mes références. Alors là, donc, il y a un terme, on se dit, ben, ça c'est juste une redéfinition des constantes de couplage, donc on met des contre-termes qui absorbent, ici on va mettre moins DI on va faire alpha I moins DI, de manière à ce qu'on absorbe le DI. Et puis, mais seulement il y a aussi ce terme-là. À quoi correspond ce terme-là? Je vous rappelle que je vous avais montré qu'une transformation, et donc ça ce sera de nombre de fantômes moins 1, hein, qu'une telle transformation, qui est une transformation canonique, infinitésimale, ça correspondait précisément à une redéfinition des champs. Et aussi, à l'ordre suivant, une redéfinition des transformations de jauge, etc. Et donc, en redéfinissant les constantes de couplage et en faisant une redéfinition des champs, on peut absorber tous les infinis. Je dirais rien de plus. Donc c'est un peu court, mais disons, donc le message que je vais vous faire passer, c'est que
on peut affirmer cela, ou qui cache effectivement beaucoup de calculs, comme Guillaume l'a rappelé, mais on connaît beaucoup de choses quand on connaît ceci, la cohomologie PRST. Donc faire un calcul de cohomologie séparée, indépendamment de tous ces problèmes de calcul de renormaliser des infinis, etc., c'est intéressant. D'abord, c'est intéressant en soi mathématiquement, mais alors c'est aussi une information utile parce que ça nous permet de contrôler les solutions des équations qui apparaissent, à la fois pour les anomalies et pour la renormalisation, supposant qu'effectivement on peut procéder à la régularisation de manière à préserver ceci. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire sur la théorie quantique, parce que comme je l'ai dit, je voudrais dire quelques mots sur, je pense, des aspects intéressants, et non seulement intéressants, mais de géométrie symplectique impaire, qui est la structure mathématique qui apparaît derrière l'anticrochet. Et récemment, il y a eu des travaux là-dessus intéressants auxquels je voudrais brièvement faire allusion. Donc voilà, donc j'ai gardé les équations sur l'anticrochet là exprès, et on voit que dans tout ceci, il y a une structure intéressante qui apparaît, c'est la structure d'anticrochet qui apparie un objet pair avec un objet impair. C'est-à-dire la variable conjuguée dans l'anticrochet à une variable paire, c'est une variable impaire. Et donc ça, c'est très différent du crochet de Poisson standard, où là, P et Q sont soit pairs tous les deux, soit impairs tous les deux. Ici, on a un objet pair et un objet impair. Alors ça définit ce qu'on appelle une structure symplectique impaire. Et donc, je vais dire quelques mots là-dessus et vous parler de développement beaucoup plus récent. En fait, jusqu'à présent, ce que j'ai développé, c'est réellement des choses qui datent du siècle passé. Alors, bon, avec peut-être un point de vue parfois un peu plus récent, mais qui ne sont pas toujours très connus. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est du XXIe siècle. Et c'est aussi même certaines des choses auxquelles je vais faire allusion des dernières années. Donc, c'est en fait géométrie du formalisme des antichamps. Et oui, c'est le XXe siècle. Bon, c'est la fin du XXe siècle quand même. Hein. Oui. En fait, c'est probablement 2000. C'est toujours le XXe siècle. L'article de revue. Donc, géométrie, voilà. Alors, donc en fait, si je regarde la variété des champs et des antichamps, donc c'est une variété graduée où il y a à la fois, c'est une super variété. Les gens, je ne vais pas définir de manière précise super variété parce on travaille de toute façon en coordonnées locales, donc je ne vais pas essayer de... Ça prendrait un quart d'heure pour vous le définir. Donc je vais supposer qu'intuitivement, vous savez ce que c'est qu'une variété où il y a des coordonnées paires et des coordonnées impaires. Et on peut définir des... alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure symplectique impaire ? Eh bien, c'est une deux formes fermée que je vais appeler oméga, qui est fermée qui est inversible, mais il faudrait que je vous précise ce que ça veut dire inversible. Donc, à définir, donc c'est pour ça que je mets à définir. Donc non dégénéré, et qui est impair. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle apparie un objet pair avec un objet impair. Bon, on peut démontrer qu'il y a toujours des coordonnées canoniques de Darboux, mais c'est ce qu'on avait, l'équivalent des coordonnées de Darboux, c'est ce qu'on avait ici.
on avait champ et antichamp. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'on a les D phi star avec un indice grand A, D phi A. Donc je vais vous montrer quel est le lien avec l'anticrochet tout de suite. Mais donc on a une deux formes sur la variété des champs et des antichamps qui est fermée, mais le D de ça c'est 0, c'est clair, et qui est inversible. En fait, elle est non diagonale, cette elle a que des choses hors diagonale, et c'est clair que ça va être l'identité. Donc de ce point de vue-là, c'est inversible, mais il faut faire attention. Je ne vous ai pas défini le superdéterminant d'une matrice fermionique. Donc, d'ailleurs, il y a des subtilités qu'on va voir tout de suite concernant cela. Alors, pour me simplifier la vie, et pour ne pas devoir traîner des signes embêtants, je vais supposer, donc ici il y a un certain nombre de variables paires, commutantes, il y en a ici et il y en a là, donc, mais aussi des variables anticommutantes ici et là. Alors je vais regrouper toutes les variables anticommutantes entre elles, et je vais les appeler PI, et je vais regrouper, ou je devrais dire PA parce qu'il y a toujours le même nombre, et je vais regrouper toutes les variables commutantes entre elles, et je les appelle QA. Donc les QA, ça va être les champs de départ, pas les fantômes que je mets là, parce que les fantômes sont anticommutants. Là, je mets aussi les antichamps conjugués au champ de départ, et les antichamps conjugués aux fantômes qui sont commutants, je les mets là. Donc ça me permet de dire que tous les Q sont pairs et tous les P sont impairs. Ce qui n'était pas vrai, je ne peux pas dire que tous les antichamps sont pairs, tous les champs sont impairs, ou l'inverse. Bon, donc voilà, donc je réécris ça, et je mets un signe s'il faut mettre un signe, et donc j'écris ça comme dPA, dQA, et c'est ce qu'on appelle parfois des coordonnées d'Arboux pour une structure symplectique impaire. Alors, quelle est la relation entre oméga et l'anticrochet? En fait, ça c'est exactement comme en géométrie. Alors oui, d'abord, une supervariété qui est munie d'une structure symplectique impaire, les mathématiciens appellent ça parfois une P-variété. Pour que les signes collent, tu redéfinis tes antichamps de... Oui, s'il faut mettre un signe dans les P, je mets le signe de manière à ce que ce soit comme ça. Alors, comment on définit l'anticrochet connaissant oméga? Eh bien, on fait la même chose que ce qu'on fait pour la géométrie de Poisson habituelle, ou la géométrie symplectique habituelle. À toute fonction, on associe un champ de vecteurs, qu'on appelle XF, qui est défini par la contraction intérieure par XF de la forme symplectique, c'est le D de la fonction. Donc ça c'est une informe, ça c'est une informe, et on dit, connaissant F, je connais ça, et j'en tire XF à partir de cette équation, et XF existe parce que c'est ça que ça veut dire que oméga est inversible, c'est que cette équation possède une solution, quel que soit dF. Alors parfois on met un moins en mécanique hamiltonienne. J'ai d'ailleurs l'habitude de mettre un moins, mais ça n'est pas toujours commode de mettre... Bon, je ne vais pas mettre de moins, et il y a une bonne raison de ne pas mettre de moins ici, vous allez voir tout de suite. Alors, ça ne vous dit pas encore ce que vaut, comment on définit l'anticrochet à partir de oméga, mais on est à mi-chemin, parce que maintenant l'anticrochet de deux fonctions f et g de ces variables, eh bien, c'est défini, et alors on met, pour que les choses collent, une phase à un signe, moins epsilon f plus 1, où epsilon f est la parité de f, xf, champ de vecteur associé à f, agissant sur g. Donc dérivé de g dans la direction f. Alors si vous regardez la mécanique symplectique standard, le lien entre forme symplectique paire, standard, et crochet de Poisson, vous verrez que c'est comme ça que c'est une manière de définir le crochet de Poisson à partir de oméga. Il faut inverser quelque part, et puis voilà. Eh bien, c'est exactement les mêmes formules pour la géométrie symplectique impaire. Donc jusqu'à présent,
rien de bien particulier à dire. Et on a un beau résultat, mais qui est comme en géométrie symplectique standard, c'est que le crochet de lie de deux champs de vecteurs hamiltoniens, donc on appelle un champ de vecteurs construit comme ça, champ de vecteurs hamiltonien, eh bien, c'est le champ de vecteurs hamiltonien associé à l'anticrochet. Et les signes ont été... Je n'ai pas mis de signe ici de manière à avoir ici 100 signes. D'accord? Donc, c'est des histoires de convention. D'accord? Donc, tout ça, c'est comme... C'est assez intéressant de voir qu'on peut définir une géométrie symplectique impaire et tout passe. Sauf, ce que je vais vous dire maintenant, la mesure. Vous savez qu'en géométrie symplectique standard, on peut définir une mesure dans l'espace des phases qui est la mesure de Liouville et qui a la propriété d'être invariante par transformation symplectique. Et pourquoi elle est invariante par transformation symplectique? C'est parce que les transformations symplectiques sont de déterminant 1. Pour la géométrie symplectique impaire, il n'y a pas de mesure invariante. Donc il faut se donner une mesure séparément. Et c'est ce qui explique tous les, enfin, je ne sais pas dire les cauchemars, mais tout le fait qu'ici, il a fallu tout ça. Rappelez-vous, pourquoi il faut faire tout ça? C'est parce que la mesure n'était pas invariante pour les transformations canoniques engendrées par S. Delta S, c'était justement la variation de la mesure. C'est parce que delta S n'est pas nécessairement égal à 0 qu'il faut faire des corrections, et ça, c'était réellement les corrections à la mesure. Donc il n'y a pas de mesure invariante. Donc au fond, on comprend d'un point de vue géométrique pourquoi on a dû faire ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de mesure invariante. Et c'est très facile de voir qu'il n'y a pas de mesure invariante en géométrie symplectique impaire. On va prendre l'exemple le plus simple d'une transformation canonique. Il n'y a pas toujours une mesure invariante, mais il y a des cas où delta S fait 0. Donc, Oui. Donc c'est pas ça que je veux dire. Donc je me suis mal exprimé, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mesure invariante canonique. Contrairement au cas standard où il y a la mesure de Liouville. Voilà. Il y a pas, et donc, d'ailleurs, quand on écrit l'intégrale de chemin dans l'espace des phases, c'est dq dp, et personne ne se pose jamais la question pourquoi on ne prend pas dq dp fois une fonction de q et de p. Bon, après, il y a évidemment l'exponentielle de i fois l'action, mais il y a une mesure naturelle dans l'espace des phases. Ici, il n'y a pas de mesure naturelle. Il n'y a pas de... Bon. Et une façon de voir ça, c'est en fait de considérer la transformation canonique la plus simple dans une variété symplectique la plus simple. Supposons qu'il y ait un P et un Q. Donc P et Q. Et je fais la transformation Q va en alpha Q, où alpha est un nombre. Et si je veux qu'elle soit canonique, cette transformation, la seule manière de l'étendre à P, c'est P va... Enfin, une manière, c'est 1 sur alpha P. Parce que donc dans le cas standard, QP égale à 1 est préservé par cette transformation. Et si Q est commutant et P anticommutant, QP égale à 1 est aussi préservé par cette transformation. Alors, dans le cas standard, la mesure se transforme avec le déterminant de la transformation. Alors la transformation, c'est alpha 0, 0, 1 sur alpha. Le déterminant de cette matrice, c'est alpha fois 1 sur alpha, 1. Donc, on vérifie que les transformations canoniques préservent bien dp dq. Pardon? ça aurait pu être un peu plus général. Un peu plus général? F de Q et P. Oui, bien sûr. Je pourrais être plus général, mais je veux juste montrer un contre-exemple. Alors, prenons-le le plus simple possible. Je vais considérer ce cas-là peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure devant être très rapproché. Qu'est-ce qui se passe dans le cas impair? La mesure se transforme avec le superdéterminant, appelé aussi par les Russes notamment le bérézinien. J'aime pas tellement cette terminologie, ça fait penser à la bérésina, mais donc je préfère super-jacobien. Mais le super-jacobien, je vous rappelle que les variables impaires contribuent par 1 sur le déterminant. Donc si j'ai une matrice, une supermatrice A, B, C, D, prenons 0 ici, le superdéterminant de cette matrice, c'est le déterminant de A divisé par le déterminant de D. Dans le cas bosonique, c'est fois le déterminant de D. Dans le cas fermionique, on sait que les variables fermioniques contribuent
Là où on avait 1 sur le déterminant, elle contribue au déterminant. Ou l'inverse, là où on avait déterminant, elle contribue à 1 sur déterminant. Donc le superdéterminant de cette matrice-ci n'est pas égal à 1, il est égal à alpha au carré. Et donc vous voyez que donc j'ai pris la transformation canonique la plus simple, et on voit qu'elle ne préserve pas la mesure. Donc il n'y a pas de mesure analogue à la mesure de Liouville. Et donc si on veut développer une théorie de l'intégration sur une super variété symplectique, il faut se donner une mesure séparément. Alors, cette mesure, je vais l'appeler mu, comme tout le monde. Et donc une variété symplectique impaire munie d'une mesure mu, les mathématiciens l'appellent une SP variété. Donc une SP variété, ça va être une variété symplectique impaire munie d'une mesure. Et les invariances maintenant de cette structure vont être les transformations canoniques dans l'anticrochet qui préservent de superdéterminant 1, qui préservent donc la mesure. Alors il y a une chose, donc ça a l'air d'être beaucoup, c'est moins riche, disons, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, que dans le cas standard, mais par contre on gagne quelque chose qui n'a pas d'analogue dans le cas standard, c'est que dans le cas standard c'est structure symplectique paire, espace mécanique hamiltonienne comme on l'étudie, des P et des Q qui sont commutants. On définit la notion de variété, de sous-variété lagrangienne. Alors pourquoi ? Alors en fait, quand je regarde l'espace des phases et des sous-variétés, je peux regarder la restriction de la forme symplectique à cette sous-variété. On appelle aussi parfois le pullback. Et même si la forme symplectique est non dégénérée, il n'est pas dit que la restriction sera non dégénérée. Un exemple standard, supposons que je suis en mécanique symplectique traditionnelle, j'ai P et Q, je regarde la variété P égale à 0. Il est clair que si je fais P égale à 0, dP est égal à 0, le oméga, le pullback du oméga sur la variété P égale à 0, c'est 0, c'est complètement dégénéré, ça se réduit à 0. Alors, on va dire une variété lagrangienne, une sous-variété lagrangienne, c'est une sous-variété isotrope. Alors isotrope, ça veut dire tel que... Donc ça veut dire que la restriction de oméga à la sous-variété, ou le pullback, donc sous-variété L, est nul, de dimension maximum. Donc dans ce cas-ci, en fait, ce sera... donc si j'appelle la dimension de ma P variété NN, parce qu'il y a toujours autant de variables bosoniques que fermioniques, donc c'est n dimension bosonique, n dimension fermionique. Ici, ce sera n-k, k. Donc c'est toujours la moitié. Ça, c'est de la même manière que si je fais tous les P égales à 0, j'ai que les Q, et ça c'est une variété lagrangienne, une sous-variété lagrangienne. Alors pourquoi c'est intéressant ce concept ? Parce que c'est exactement sur des sous-variétés lagrangiennes qu'on intègre. Quand je fais phi star égale d psi sur... Quand je fais phi star égale delta psi sur delta phi a, donc je restreins la dimension par 2. Je vais arrêter rapide dans 1 ou 2 minutes. Je suis désolé de dépasser un petit peu. Mais comme ça, au moins, je peux terminer l'idée. Quand on restreint
les phi stars comme ça, donc il ne reste plus que les phi, il ne reste plus que la moitié des variables, donc là c'est certainement cette propriété-ci est satisfaite, eh bien, je me restreins à oméga, enfin oméga induit sur cette sous-variété est égal à 0, mais ça on le voit tout de suite. Si je remplace des phi stars par des psi sur des phi A delta des phi A, donc je vais mettre un B, et puis je dois prendre le D de ça, pardon, donc je dois calculer, oui je suis un peu, pardon, donc je vais faire ça mieux. Donc D phi star A, c'est en fait, donc c'est delta, donc je dois calculer le D, voilà, faisons ça comme ça, de delta psi sur delta phi A. Wedge D phi A. Et vous voyez apparaître le D de D psi. Et en utilisant D carré égale à 0, ça fait 0. Ceci fois D psi, donc si j'oublie ce D ici, qui annule de toute façon ça, hein, donc je peux le mettre devant. Ceci c'est bien D psi. Et on peut voir que les signes se mettent correctement, hein, mais donc D psi, donc vous allez avoir D carré psi. Et D carré psi c'est 0 parce que D carré c'est 0. D'accord ? Donc ça c'est une variété, quand vous substituez, ceci c'est une variété lagrangienne, une sous-variété lagrangienne. Ça définit une sous-variété lagrangienne. Et on peut montrer que, et je vais vraiment m'arrêter ici parce que j'abuse de votre patience, puisqu'on est déjà presque 10 minutes, 9 minutes, au-delà du temps, donc je vais arrêter. Dans le cas standard, la mesure de Liouville n'induit aucune mesure naturelle sur une sous-variété lagrangienne. Donc, vous avez une mesure de Liouville dQ/dp, il n'y a pas de manière naturelle d'avoir une mesure dQ, parce que justement, on peut faire les transformations qu'a mentionné Guillaume, où vous faites Q va en une fonction dQ, et vous pouvez toujours compenser ça pour avoir une transformation canonique où les P vont en fait en 1 sur essentiellement la matrice fois les P. Et donc la mesure de Liouville sera invariante, mais juste les dQ tout seuls ne le sont pas. Il y a les dP qui compensent la variation des dQ. Par contre, dans ce cas-ci, comme vous êtes restreint, il faut que le superdéterminant soit égal à 1, vous allez avoir des restrictions sur cette partie-ci. Et vous pouvez montrer que la mesure mu dans la supervariété va introduire une mesure naturelle avec laquelle vous pouvez intégrer sur les supervariétés lagrangiennes, ce qui est implicitement ce qu'on a fait. Donc, il y a à la fois des choses qu'on perd, mais il y a des choses qu'on gagne aussi. Donc il faut mettre à la main une mesure, mais après, sur les survariétés lagrangiennes, il y a une intégration naturelle qui est définie. Et ce que dit finalement ce théorème sur l'indépendance en psi de l'intégrale, c'est que donc, cette intégrale ne dépend pas de la sous-variété lagrangienne que vous choisissez pour la calculer. Pour autant que, bon, évidemment, on a démontré que les choses étaient invariantes pour des variations de psi infinitésimales, donc on peut intégrer, mais donc pour autant qu'on puisse connecter, si j'ai deux sous-variétés lagrangiennes qui peuvent être connectées par une famille de sous-variétés lagrangiennes, on démontre que l'intégrale correspondante ne dépend pas de cette sous-variété lagrangienne. Bien. Et donc tout ça pour vous dire, et en termes de conclusion, qu'il y a une géométrie symplectique très riche du côté impair, qui sous-tend le formalisme des antichamps. La structure algébrique, d'ailleurs, du formalisme des antichamps, ça correspond à ce que les gens appellent les algèbres de Gerstenhaber. Et bon, je comptais dire plus de choses encore, mais je vais arrêter ici. Mais donc, il y a toute une structure algébrique et géométrique intéressante, sous-jacente, et qui a été récemment poussée dans la direction d'étudier les variétés, cette structure, pardon, lorsqu'on travaille sur des variétés à bord. Et en particulier à bord, ça veut dire où il peut y avoir une région asymptotique intéressante. Et donc voir comment ces choses-là s'étendent. Mais je ne dirai pas plus sur ces développements récents. Donc
je pense, voilà. Donc, je ne vais pas encore à nouveau dire que... Donc, je vais terminer là-dessus, peut-être terminer là-dessus en disant que, même si, donc, comme je l'ai dit à toute première leçon, un des contributeurs essentiels au développement de cette théorie, Bataline, est décédé en début d'année, et donc c'est un peu une manière de lui rendre hommage que d'avoir fait ce cours sur ce sujet cette année-ci. Voilà. Avec ça, je vais donc terminer ma leçon, et je vous remercie d'être venu aussi court qu'il constituait, aussi leçon qui constituait ce cours. Voilà, merci.